provoque voilà. peut-être en disant ça. Il faut même inventer certaines choses. Pourquoi? Parce que on essaie de toucher aujourd'hui à des phénomènes qui parfois n'ont pas laissé de traces. Alors je vais peut-être aller dans des domaines différents. Mais par exemple, aujourd'hui on s'intéresse à l'intime. Hein, je pense à l'histoire de l'intime. L'histoire de l'intime, bon, il y a une exposition à Marmottan sur la toilette, sur le bain, bon, etc. Ou sur la vie privée, ou Michel Perrault qui a fait une histoire des chambres, par exemple. Qu'est-ce qui se passe dans la chambre? Alors la chambre, c'est un lieu où se passe de multiples choses. Chambre à coucher, parfois rien. Parfois rien, parfois beaucoup. Enfin bon, voilà. Et comment on saisit ça? Comment ou l'histoire des inconnus, l'histoire de ceux qui n'ont pas laissé trace. C'est-à-dire, comment retracer l'histoire d'un fils, oui, ou voilà, d'un anonyme, d'un ouvrier anonyme qui travaille dans une usine au début du XXe siècle ou fin du XIXe siècle et sur laquelle on aimerait en savoir plus, au-delà de l'histoire de ceux qui ont laissé des archives, c'est-à-dire les hommes d'État, les régnants, les hommes forts. On essaie de restituer un passé qui, en fait, c'est totalement vain de restituer le passé. On est bien d'accord, on a pris en compte, et c'est un peu, l'ouvrage va un peu vers ça. Le passé ne sert à rien. Non, le passé ne sert pas à rien, mais le passé, non. Je te tends des pièges, mais ça ne marche le pas. passé, et aujourd'hui, on en est tous conscients, et les historiens en sont aussi conscients, et d'ailleurs les historiens ne sont pas seuls dépositaires du passé, on a des romanciers aujourd'hui qui s'emparent du passé, on a tous les types de récits sur le passé, et le passé est en fait quelque chose qui est difficile à maîtriser. Alors certes, on a l'archive incontournable qui va nous dire que telle année il s'est passé telle chose, d'accord, mais le reste doit être interprété, c'est-à-dire qu'autour d'une archive, il faut bâtir un récit. Cause à effet, Et ce que la je chaîne dis, de causalité. la chaîne de causalité. Ce que l'on dit aujourd'hui par rapport à un événement, on ne le dira pas dans 20 ans, parce que tout est soumis à interprétation. La Première Guerre mondiale, qui était vue pendant longtemps comme un conflit militaire, comme un conflit d'affrontement entre nations, entre régiments, concernant le fait militaire, il ne s'agit pas de le nier, bien sûr, aujourd'hui, mais il s'agit de donner d'empiler d'autres connaissances, et qui amènent peut-être à réfléchir sur des aspects sociaux, sur des aspects culturels, sur des aspects qui permettent, comment dire, non pas de donner une vérité exhaustive, mais d'essayer de toucher des éléments de vérité à travers, un peu comme un peintre avec une palette, avec cette idée de ne pas être dans la constitution complète du passé, ou la reconstitution complète du passé, mais d'essayer de toucher à travers quelques bribes ces éléments d'un passé qui souvent s'enfuit. Encore une fois, c'est aussi une manière de casser une histoire qui serait très linéaire, et ça pose un véritable problème, parce que aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le récit historique, le grand récit national, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça la question. Le grand récit national que nous avons appris, le Petit Lavis, par exemple, qui a été notre livre de chevet à tous, le Tour de France de 2 enfants, qui est un manuel qui, en 1877, devient un best-seller. Comment est-ce qu'un manuel d'école devient un best-seller? Eh bien, on a appris l'histoire de France avec ça, c'est-à-dire finalement des récits un peu mythifiés, des récits un peu formidables, que d'aucuns aujourd'hui revendiquent le retour, parce qu'on a l'impression que ces récits, ils disaient quelque chose de nous, ils créaient une sorte de vivre ensemble. Aujourd'hui, on a tendance à plutôt montrer des aspects de distorsion, voire de différenciation. Ce récit national, ce que certains défendent, eh bien, il avait la vocation d'être un peu passe-partout et de servir à tout le monde comme étant une sorte de memento minimum de ce qu'il faut savoir sur l'histoire de France. Mais les historiens vous disent, mais attendez, c'est pas de l'histoire, ça, c'est de la mythologie. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un changement de vocabulaire, parce que d'une certaine manière, les questions on les fera à la fin. Dans la mise en scène de l'écrit, c'est-à-dire tout ce qu'on retrouve aujourd'hui, est-ce qu'il n'y avait pas une langue plus déliée? Quand on voit certains ouvrages d'histoire, et notamment quand on commence à parler de la colonisation, quand on parle de certains lieux, on employait des termes qui aujourd'hui seraient jugés déplacés. Un noir c'est un nègre, toutes ces choses-là, parce que j'ai retrouvé moi, dans un grenier quelques ouvrages d'histoire qui ne sont pas si vieux que ça finalement. Et il y avait quand même un langage assez... aujourd'hui on fait des procès pour beaucoup moins de ça. Oui, c'est vrai que si on dit vous reprenez vos manuels, nous reprenons nos manuels. Aujourd'hui, quasiment, le Malais Isaac, il est à jeter au Nord d'une certaine manière, parce qu'on considère effectivement que ce type de récit a vécu, en quelque sorte, a été celui d'une France passée, et qu'aujourd'hui, ce que l'on en prend aux élèves, alors là on pourra évidemment taper sur l'éducation nationale, alors je ne vais pas le faire parce que ce serait hurler avec les loups, mais c'est vrai que dans les leçons d'histoire d'aujourd'hui, on a tendance à ne plus avoir cette chronologie qui fait que, comme on apprenait les cartes et les fleuves de France, on apprenait les grandes dates et les grands hommes. Alors,
on pourrait faire un petit test, hein. Qu'est-ce qu'on avait dans l'imaginaire? L'image un peu mythifiée de Charlemagne, Clovis, 1515, Henri IV. Donc ces passages obligés qui nous donnaient plus que de la vérité historique, une sorte de récit des grands hommes, une sorte de récit des grands moments de l'histoire, et une manière de faire de la France une personne, un personnage bel et bien vivant, avec lequel on avait une sorte de familiarité. Aujourd'hui, quand on vous dit que Clovis avait des pratiques parfois barbares, quand on vous dit que Napoléon, bien entendu, c'est pas un grand homme, mais c'est aussi un dictateur, quand on vous montre que... Parce que c'est ça l'histoire, c'est ça l'histoire. Le problème, il est là, c'est que, est-ce qu'il faut avoir vis-à-vis de ce discours, qui est un discours de, je dirais, positiviste, très positiviste, parce que l'histoire au départ, elle est créée dans un but positiviste, dans le but de, quelque part, montrer, je dirais, à travers ces grandes dates, une pédagogie nationale. Et aujourd'hui, on se rend compte que non, l'histoire, c'est aussi, ça peut être ça, moi je ne sais pas, hein, mais ça peut être aussi, c'est obligatoirement, en tout cas nous dans notre démarche. Il y a des tabous dans l'histoire? Oui, il y a des tabous, on essaie de les lever justement, mais quand on les lève, ça pose un certain nombre de problèmes, parce que, par exemple, démonter, c'est pas moi qui l'ai fait, mais beaucoup l'ont fait, démonter le mythe de la France résistante. Ça a été un travail de 50 ans. Ça a été dur. Et ça a été très mal reçu. Très chagrin à pitié, ça a été très mal reçu. Mais il a fallu d'abord, le chagrin à la pitié, c'est même pas un ouvrage d'histoire, c'est un documentaire qui révèle à la France en 1970 que finalement tous les Français n'ont pas été des résistants, que ce n'est pas les Allemands les méchants, qu'il y avait des Français qui étaient méchants aussi. Et donc ça pose un problème. Et que la France a renoncé vite, pour certains. La France a renoncé vite. Et aujourd'hui, on est allé à tel point qu'aujourd'hui on se dit qu'être vichiste en 1940 c'est à peu près normal. Oui, enfin. Non, mais des nuances quand même. Mais pourquoi pas? Non, mais ce que je veux dire, j'exagère. Non, mais c'est bien. J'exagère. Voter le mariage, il y a quand même, j'ai plus le nombre, mais la grande majorité des pays, il y a 80 qui ont voté non au plein pouvoir au maréchal Pétain, mais il y en a donc 200 et quelques, je sais pas combien, plus, j'ai plus le chiffre en tête, qui ont voté les pleins pouvoirs. Ce qui veut dire que la classe politique à cette époque, et beaucoup de ceux qui ont voté les pleins pouvoirs, n'ont pas pour autant été punis en 1945, parce que certains l'ont voté, je dirais, de bonne foi et sans être forcément condamnable. Mais on a beaucoup occulté ça, parce qu'en 1945, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait un récit qui permette de se ressouder. Et l'histoire, elle sert... En tout cas, cet aspect du récit historique sert un peu comme une sorte de, comment dire, de pédagogie nationale qui permet à la population française de se souder. Je ne suis pas forcément hostile à ce qu'il y ait un récit national, mais il ne faut pas aussi, comment dire, occulter le fait qu'on peut être aussi dans la... Il faut ce récit peut-être, sans doute. Mais avec de la contradiction. Mais il faut aussi de la contradiction, mais ça dépend à qui on s'adresse. Voilà. On ne s'adresse pas à des enfants de 8 ans, de 10 ans, de 15 ans, comme on s'adresse à des amateurs d'histoire, des universitaires, des érudits, des gens qui ont la vocation d'aller au fond des choses. Alors ça amène à notre point. Moi je vais parler de la colonisation et la façon dont on parle aujourd'hui de la colonisation. Parce qu'il faut quand même bien le dire. D'un côté, on est dans le grand mea culpa systématique, et on est toujours en train de s'excuser de tout. La France s'excuse pour tout. Et quelque part, certains trouvent ça embarrassant, voire un peu lourd à porter, comme si c'était vraiment le châtiment judéo-chrétien, c'est ma faute, ma très grande faute. Et en même temps, il y a un autre questionnement qui intéresse quand même pas mal les Français, c'est qu'on oublie aussi de dire que dans la colonisation, il y a eu aussi des endroits où on a créé des lieux où on soignait les gens, on a apporté aussi de la culture, bon peut-être un peu trop la nôtre, bon, mais on a quand même fait des choses qui n'étaient pas toujours, n'a pas toujours été dans les colonies, des horribles personnages qui arrivaient, poser un drapeau du droit du sol. Il y a quand même eu Grotius entre-temps qui a fait le droit des gens. Et puis, il n'y a quand même pas eu que des sagouins qui ont envahi Non, enfin, il me semble qu'il y a de la nuance là aussi. Alors, dans l'ouvrage, justement, pour répondre à ta question, effectivement, il y a un chapitre qui traite de la colonisation. Je cherchais le numéro, c'est l'avant-dernier, qui traite justement, le titre, c'est pas moi qui l'ai rédigé, c'est mon collègue Blanchard. Il parle de l'exposition coloniale à la victoire des Bleus. Je veux dire, c'est bizarre. En fait, il fait un parallèle. Oui, c'est ça. Pourquoi? C'est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien qui est peut-être un peu forcé, et qui est intéressant, stimulant, c'est ce qu'on a cherché. Pourquoi l'exposition coloniale? Je rappelle 1931, Paris, Porte Dorée, au bord du lac Daumesnil, on organise une immense exposition coloniale, pour aller dans ce que tu dis, qui montre la plus grande France, et une France coloniale qui fête 100 ans de conquête de l'Algérie, un peu plus en un an, et qui attire à Paris eh bien, tous ces indigènes, enfin en tout cas des représentants des indigènes, et puis des indigènes des autres pays européens, parce qu'il y a le pavillon, alors pas tous sont invités, par exemple l'Allemagne n'est pas invitée, mais il y a des pavillons qui viennent montrer par exemple la colonisation néerlandaise, la colonisation britannique, etc. Bon. C'est l'époque, c'est l'année où la France connaît un apogée au niveau colonial, c'est-à-dire qu'on fête avec beaucoup de joie, triomphe, ce que la France représente pour ses indigènes.
auquel effectivement on a apporté un certain nombre de choses très importantes, la santé, l'éducation, évidemment une éducation très franco-française, hein, mais en même temps il y a cette dimension qui est mise en avant et qui attire comme une sorte de Luna Park, parce que c'est vraiment la fête, 8 millions de visiteurs. 8 millions de visiteurs. Et quelque part, ça met en scène la France de la diversité. D'où le lien avec 98, le football. 1998, alors évidemment, vous allez comprendre, vous allez de vous-même faire comment dire, le correctif en termes de nuances, mais en 98, on célèbre une sorte de diversité également, lorsque, vous allez me dire, un événement, c'est le football, mais oui, moi je suis tout à fait partisan pour considérer que ce qui se passe en 98, la victoire d'un événement sportif un peu aléatoire, mais en même temps, cette victoire va provoquer un tel engouement, un tel rassemblement, de tels messages médiatiques sur la question de la diversité, que l'on retrouve un peu les mêmes discours qu'à l'époque coloniale, même si la colonisation n'est plus là. Mais on est dans ce qu'on appelle le post-colonial, parce que Zidane, c'est un fils de l'Algérie, devenu indépendante, né en France, mais d'un père algérien. Carambeu, alors ça c'est le farfait. Le grand-père à Carambeu était à l'exposition 31. Mais oui. Il s'est échappé. Il y a un roman de Didier Danès qui s'appelle Cannibale et qui raconte comment deux néo-calédoniens se sont échappés de cet enclos dans lequel ils étaient, ils se retrouvent dans Paris, ils sont perdus. C'est les Indiens dans la ville, si on peut dire. Hein, voilà. Et donc on se retrouve là dans une sorte de clin d'œil. Donc Carambeu, néo-calédonien, Djorkaeff d'origine kalmouk arménienne. Bon, on a toute la panoplie de ce qui fait la France Black Blamber. Mais quelque part, l'exposition coloniale, c'était pas Black Blamber, mais c'était ça. C'était l'image d'une France de la diversité sous l'égide de la colonisation. Là, 98, c'est l'image de la France de la diversité sous l'égide de l'intégration. Et d'ailleurs, je dis, mais à l'époque de la France coloniale des années 30, avec l'exposition coloniale, on disait presque intégration, on disait assimilation. On disait, on va assimiler les indigènes. Alors, assimiler jusqu'à un certain niveau. Parce que... Alors, comment expliquer la Coupe du Monde d'après où ça ne descend pas du bus? Après, évidemment, hein, quand ça se passe bien, que c'est huilé, que ça marche bien, que tout est positif, ça va. Et puis après, ça... D'ailleurs, quelques années après l'exposition coloniale, tout de suite, il y a des attitudes anticolonialistes, notamment, je pense aux surréalistes qui vont commencer à critiquer, les communistes qui vont critiquer également. Et finalement, cet équilibre de la diversité de 1930, si on lit la presse des années 30, c'est magnifique, c'est formidable. Lyoté, grand ordonnateur de cette exposition coloniale, et puis très vite ça se délite, parce qu'il commence à y avoir des révoltes dans ces colonies, puis la guerre va quelque part porter un coup quasi fatal à la colonisation. Juste un point qui est important, sur le site même de l'exposition coloniale de 1931 est aujourd'hui organisée, est aujourd'hui située la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. C'est quand même un clin d'œil assez intéressant. Et quand vous allez à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, on vous raconte de passer la diversité française, vous allez dans le bureau du maréchal sur le fronton, la gloire aux grands colonisateurs, Godefroy de Bouillon. Donc il y a un mélange. Alors c'est normal qu'on évoque ce lien qui fait que on est déjà dans une forme de diversité dans les années 30, même si ce n'est pas la même diversité. N'oubliez pas qu'en 1926, un tout petit peu avant l'exposition coloniale, on inaugure en plein cœur de Paris la mosquée.